Bonjour tout le monde, très honorée d'être parmi vous. Donc, je vais essayer de vous exposer l'état actuel de la responsabilité médicale en Tunisie. Vous exposer aussi quels seront les apports du projet de loi portant sur la responsabilité médicale. Et ensuite, quelques recommandations par rapport à la matière de la médecine esthétique. D'ailleurs, je commence par la première remarque. Vous le savez tous que la médecine n'a pas de règles ou de loi spéciale régissant sa responsabilité. On a recours aux règles du droit commun de la responsabilité civile, ce qui pose et posera toujours et pose encore de grosses difficultés et de gros problèmes pour les médecins et pour les patients. Pour les médecins, parce qu'ils devront faire face à une lourdeur quant à la procédure et la charge financière de leur responsabilité civile. Et pour les patients, ils devront assumer non seulement l'établissement de la preuve et devront faire face également à une certaine solidarité entre les différents acteurs du corps médical, surtout lorsqu'il y a des expertises où on a des experts qui ont du mal à reconnaître l'existence ou non d'une faute médicale. Donc ici, nous sentons un besoin réel de réformer. Tout d'abord, il faut savoir et connaître pourquoi réformer avant de parler du comment réformer. Donc pourquoi réformer? C'est certainement pour pallier à plusieurs difficultés quant à l'application des règles du droit commun sur la responsabilité médicale. Donc là, on va commencer avec la responsabilité pénale, qui est une responsabilité lourde pour les médecins. Ainsi, le médecin, qu'il soit hospitalier ou de libre pratique, peut voir sa responsabilité pénale engagée sur la base de l'article 217 et 225 du Code pénal, pour que ce soit pour un délit d'homicide involontaire ou coup et blessure involontaire. Donc l'application des règles du droit commun de la responsabilité pénale s'avère une menace pour l'activité médicale, et la procédure pénale peut s'avérer être assez traumatisante pour un médecin. Ensuite, pour les règles de la responsabilité civile, on a des règles de responsabilité civile complètement inadaptées à la matière. Donc, la jurisprudence tunisienne et étrangère aussi, ont réagi sur deux phases. La première phase, c'est l'application des règles, et là, ils font le constat de la difficulté. Après, la jurisprudence a essayé de proposer des solutions qui sont applicables pour le moment, mais qui vont peut-être changer avec la promulgation, après la promulgation du projet de loi. D'ailleurs, la première difficulté, c'est que le médecin n'assume qu'une obligation de moyens, donc il n'y a jamais de présomption de faute. Donc cette situation crée un procès déséquilibré entre le médecin et le patient qui doit assumer la charge de la preuve, et dans la pratique, un patient a du mal et ne dispose pas des outils nécessaires pour établir ou prouver la faute du médecin. Donc la nouvelle tendance jurisprudentielle, elle a eu recours à plusieurs notions. Et c'est une jurisprudence établie, que ce soit en France ou en Tunisie. La première, c'est le recours à la notion de présomption de faute, où la jurisprudence ici, elle ne cherche même plus la faute, mais elle présume l'existence de la faute. Aussi, on a vu que les juges tunisiens ils font la confusion entre l'erreur et la faute. Donc, une erreur peut être qualifiée de faute, ils ont eu recours beaucoup à la notion d'obligation d'information. Ici, il faut rappeler que tout médecin est tenu par une obligation d'information. Le principe, c'est que cette obligation d'information, dans son contenu, elle n'englobe que les risques prévisibles. Sauf que depuis 2008, avec l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2008, la jurisprudence tunisienne a élargi le domaine et le contenu de l'obligation d'information. Maintenant, vous n'êtes plus tenu d'informer votre patient que des risques prévisibles, mais aussi des risques exceptionnels. Si vous ne le faites pas, vous engagez votre responsabilité civile. Donc aussi, parmi les aberrations des juges tunisiens et de la jurisprudence tunisienne, c'est une réparation intégrale pour violation de l'obligation d'information. Même si on est dans un cas où il n'y a aucune faute technique de la part du médecin, il y a réparation intégrale juste sur la base de la violation de l'obligation d'information.
Donc, on a eu recours aussi à la notion d'obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat. Et cette notion a été surtout utilisée dans le domaine des produits utilisés, du matériel utilisé et des produits fournis et des infections nosocomiales. L'aléa thérapeutique aussi est un sujet très sensible qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on s'est toujours demandé si l'aléa thérapeutique est indemnisable ou pas. Et la jurisprudence administrative a tranché, puisqu'elle considère que l'aléa thérapeutique peut être indemnisé et indemnisé. Elle affirme l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. Par contre, la jurisprudence civile et judiciaire hésite encore. Des fois, elle indemnise, des fois, elle n'indemnise pas. Donc, on ne sait pas, on n'a pas une solution, ce qui pose problème dans la pratique. Donc, la question ici, c'est comment réformer. Donc, il y a eu une volonté de réformer qui s'est concrétisée par un projet de loi. Il y a eu plusieurs versions. Donc, on va parler de la dernière version qui tourne autour de plusieurs axes. Le droit des patients, la prévention des risques des dommages liés aux soins, la responsabilité médicale et la responsabilité des établissements de santé et le volet pénal de la faute médicale. Donc, je vais m'attarder sur les axes les plus importants pour respecter le temps. Donc, la responsabilité pénale du médecin avec le nouveau projet de loi qui est en discussion. Donc, il instaure un régime de responsabilité assez spécial pour les médecins, avec l'article 44 qui dispose qu'avant toute poursuite pénale, il faut informer l'ordre des médecins. Aussi, l'instruction se fait obligatoirement par le juge d'instruction saisi par le procureur de la République, ce qui représente une nouveauté. Par ailleurs, l'article 45 ajoute qu'il faut l'exigence d'une faute pour la détention préventive et la garde à vue. L'exigence d'une faute pour l'application de l'article 217 et 225 du Code pénal. À partir de là, on ne peut plus poursuivre un médecin sur la base de l'article 217 et 225 que pour sa faute lourde. Donc la faute lourde est définie ici comme une négligence grossière des règles de sécurité et un écart important entre les soins prodigués et les données acquises de la science. Donc, le projet de loi a aussi eu certains apports où s'est attardé sur certains points de la responsabilité civile. Il y a des règles de fond et des règles de forme. Donc, pour les règles de fond, il a essayé d'atteindre cet objectif, dissocier le sort de la responsabilité civile du sort de la responsabilité pénale. Ainsi, l'article 34 met à l'écart le principe de l'unité des fautes civiles et pénales et mise à l'écart de l'autorité de la chose jugée au pénal par rapport au civil. Le projet de loi essaie également d'uniformiser les règles de la responsabilité de tous les professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, médecins dentistes, pharmaciens, personnel paramédical, internes de médecine, médecine dentaire et en pharmacie. D'accord ? Et ensuite, on a une volonté d'uniformiser les règles de la responsabilité civile et administrative. Donc maintenant, il n'y a plus de différence entre la responsabilité d'un médecin hospitalier ou d'un médecin de libre pratique. Et le dépassement également de la distinction entre la responsabilité contractuelle et délictuelle des médecins. Donc maintenant, à partir du projet de loi, on va parler d'une responsabilité tout simplement légale et unification des règles de prescription de 15 ans. Le projet de loi affirme que la responsabilité des médecins ne peut être engagée qu'en cas de faute. La nouveauté, c'est que le projet de loi, il affirme l'indemnisation de l'accident médical, donc l'accident médical ou l'aléa thérapeutique qui est défini comme tout accident survenant en dehors de toute faute du praticien et à l'origine d'un dommage anormal. D'un point de vue très personnel, c'est critiquable, mais c'est ce qu'il y a dans le projet de loi. Donc aussi, le projet de loi affirme la responsabilité des établissements de soins, une responsabilité objective. Quant aux produits fournis et matériel utilisé, responsabilité pour les infections nosocomiales et responsabilité pour le faute du personnel paramédical et les médecins étrangers. Donc, par ailleurs, le projet réaffirme les droits des patients. Ici, le médecin a l'obligation de recueillir un consentement libre et éclairé, puisque le droit à l'information est un droit fondamental qui est inhérent à l'intégrité physique et le respect de la personne.
Donc l'obligation d'information, par contre, dans son contenu, dans son domaine, a été limitée puisqu'on passe d'une jurisprudence qui exige qu'on informe notre patient des risques prévisibles et exceptionnels. Avec ce projet de loi, on est tenu comme médecin d'informer le patient que des risques fréquents et les risques graves normalement prévisibles. Donc, par ailleurs, je rappelle le droit des patients à la protection des données personnelles et l'intégrité physique. Dans son article 13, la loi le prévoit et l'affirme. Et je rappelle aussi la loi de 2004 sur la protection des données personnelles. Donc, l'apport également de ce projet de loi, c'est l'exigence d'une expertise collégiale. Donc, c'est l'article 38. Aussi, la création d'enfants assureurs qui aura pour obligation d'indemniser les victimes sur leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux avec une obligation de la part des médecins et de tous les professionnels du secteur de s'assurer auprès de ce fonds, de cotiser auprès de ce fonds. Donc, quelques critiques par rapport à ce projet de loi. Nous pensons que l'assurance même obligatoire est difficilement universelle. Le projet de loi également aboutit à une déresponsabilisation des auteurs des dommages qu'il importe d'éviter puisqu'il assure et indemnise non seulement la faute mais aussi l'accident. On a omis de prévoir une action récursoire pour le fonds avec un système d'indemnisation qui n'a pas été établi puisque le législateur dans ce projet de loi n'a pas prévu un mécanisme d'indemnisation. Il a reconnu l'indemnisation sans aucun mécanisme d'indemnisation. Donc, ensuite, il y a les avantages de ce projet de loi, c'est le passage par la conciliation. Maintenant, nous sommes obligés, en tant que victimes, de passer par des commissions de conciliation avant d'avoir recours au juge. Donc la conclusion, c'est la séparation du sort de l'action civile par rapport à l'action pénale, une uniformisation des règles de responsabilité civile et administrative, une indemnisation des accidents médicaux, la prise en charge par le fonds de la faute et de l'accident, une procédure toutefois d'indemnisation qui reste perfectible. Quelques remarques par rapport à votre situation en tant que médecin esthétique. Le projet de loi ne concerne que les actes de soins et ainsi ne pourra pas englober les actes de la médecine esthétique, puisque ces actes, ils interviennent non pas pour rétablir la santé du patient, mais pour lui apporter un confort ou un réconfort. Donc ici, la médecine esthétique proprement dite va être régie par les règles du droit commun et même après la promulgation du projet, vous resterez régi par les règles du droit commun et les solutions jurisprudentielles établies. Donc ici, quelques précautions et recommandations. Si les médecins esthétiques veulent limiter leurs responsabilités civiles, donc ici, quelques précautions, c'est informer le patient non seulement du risque prévisible mais aussi exceptionnel. Le médecin doit recueillir un consentement libre et éclairé du patient et pourquoi pas le matérialiser, garder une trace. Également, le médecin doit recueillir le consentement de son patient avant l'utilisation ou le traitement de quelconque données personnelles, ici les photos, et le médecin doit veiller à la protection également de ces données, puisque s'il y a publication de photos et après on copie ces photos, vous êtes le responsable de ces photos. Et s'il y a mauvaise utilisation de ces photos qui sont des données personnelles de votre patient, vous pouvez engager votre responsabilité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.